Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, on est le lundi 10 février. La semaine dernière, on s'est laissé sur une journée un petit peu compliquée. On a eu une très très grosse correction lundi, je ne vous apprends rien. Et je vous avais dit qu'il serait important d'avoir une belle clôture journalière et une belle clôture weekly au-dessus de certains niveaux pour préserver le cycle actuel. Alors on va revenir là-dessus, on va regarder Bitcoin, Ethereum, on va regarder les total market cap, faire un petit point. Je vais essayer de faire la vidéo assez rapide aujourd'hui. Il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Et puis après, on ira voir un petit peu sur Twitter 2-3 posts que j'ai repartagés. Alors on commence avec le Bitcoin comme d'habitude en weekly contre le dollar américain. Et on voit donc qu'on a eu un petit peu de turbulence la semaine dernière. Alors on va aller regarder un petit peu l'amplitude qu'on a pu avoir. Donc quand même une amplitude de presque 10%. On est allé chercher un moins 6% sur l'extrême là de la semaine, et puis on a clôturé avec un léger 1,22%, baisse qui est déjà absorbée là par les premières heures de cette journée. Donc en tant que tel, il ne s'est pas passé grand-chose. On voit qu'on a eu surtout de la volatilité, mais pour l'instant Bitcoin se maintient vraiment en ce milieu de range, donc le range que voilà, j'ai identifié ici par le rectangle jaune. Alors on va les voir en journalier quand même, c'est intéressant. Vous allez voir ces bougies-là. Alors ces bougies, on les appelle des doji. Ce qu'ils traduisent, c'est tout simplement l'incertitude sur le marché, hein. On voit en fait, on commence ici, donc là on est en journalier, hein. Donc chaque bougie représente la variation du prix sur une journée. On monte, on descend, et puis finalement, on finit au même niveau qu'on a commencé. Donc clairement, il faut comprendre incertitude. Et avoir 4 bougies comme ça consécutives, eh bien ça vous donne vraiment le pouls du marché en ce moment et un peu dans quel état on est. On a l'impression qu'on joue le bull run là sur un lancer de pièces, ce qui paraît assez fou. Et c'est vrai qu'on a une vraie dichotomie entre d'un côté des nouvelles super positives par rapport à l'écosystème de la crypto-monnaie, avec un président qui est pro-crypto, qui est en train de mettre en place plein de choses. On parle de plus en plus de réserves de Bitcoin, certaines altcoins également, on commence à y penser. On a les ETF Solana, XRP, Litecoin, etc. On a plein de belles choses comme ça qui s'en viennent. On a une régulation aussi qui est beaucoup moins stricte que ce qu'on a eu les 4 dernières années. Donc, de façon générale, on va dire qu'on a un climat qui est plutôt positif. Après, on sait aussi que, bah, c'est le début du mandat pour Trump, on sait qu'il ne fait pas les choses à moitié, qu'il ne prend pas trop de pincettes, il a tendance à être très agressif, sur ses décisions, et du coup, bah, le marché en pâtit un peu. Les investisseurs, en fait, n'aiment pas le doute. Les investisseurs, ils veulent de la sérénité, ils veulent des bonnes perspectives, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir vraiment un prix qui s'apprécie. Donc pour l'instant, c'est très difficile de trancher, savoir où est-ce que le prix va aller à court terme. C'est pour ça qu'on regarde les choses en long terme, parce que lorsque la volatilité bien, finalement est passée, on regarde quels niveaux ont été défendus et concrètement où est-ce qu'on se situe au sein d'un cycle. Donc je vous rappelle qu'on est dans un cycle haussier et pour l'instant, en tout cas sur Bitcoin, je vois rien qui défait cette hypothèse-là. Donc autrement dit, toutes les baisses doivent être rachetées tant qu'on reste dans cette structure-là. Donc là, on va aller voir le total market cap. Donc là, on a toutes les crypto-monnaies et on voit donc la semaine dernière cette bougie. Donc on a attaqué quand même à très très bas. Je vous rappelle quand même que ça a été une liquidation historique, hein, sur l'histoire de Bitcoin et de la crypto-monnaie. On a eu en fait plus de liquidations qu'on en avait vu en mars 2020 ou même pendant la crise de FTX. Donc c'est quand même pas anodin ce qui s'est passé et je pense qu'il faudra quand même un certain moment avant que le marché puisse repartir. Donc à mon avis, ce genre de volatilité-là, il ne faut pas le voir comme la fin du cycle haussier parce que comme je vous dis, les niveaux en tout cas qui devaient être défendus ont été défendus, les acheteurs étaient présents, ils ont racheté. Alors sur le court terme, ça fait peur, mais voilà, à la fin de la semaine, quand on fait le bilan, on a défendu les niveaux qu'il fallait défendre. Donc pour l'instant, on reste, pour moi, dans un marché haussier et on voit le total market cap. Donc on est revenu, hein, tester ce niveau-là important des 3,12 trilliards. On a méché quand même sur la moyenne mobile 200 journalière, qui est un niveau dynamique important à surveiller. On a eu une très belle clôture, ça, donc c'était lundi. On est passé vraiment de la peur extrême à presque l'euphorie, hein, parce qu'une belle clôture comme ça, et il y a beaucoup de cryptos qui ont terminé là vraiment sur des belles bougies. On a vu le sentiment, là en tout cas sur Twitter, c'était assez flagrant.
faire un virage à 180 degrés en l'espace de 12 heures, c'était vraiment intéressant à vivre, en tout cas une journée, dont je me rappellerai très longtemps. Alors après forcément les journées qui ont suivi, on est venu retester un petit peu. De façon générale, quand vous avez une mèche comme ça, on dit que statistiquement, alors en crypto, je pourrais pas vous donner la statistique exacte, mais c'est au-dessus de 60 ou 70. On vient normalement retester le 50 de retracement de cette mèche-là. Je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière, qui semblerait être justement, bah, ce niveau-là, en gris. Alors je me remets en weekly pour que vous puissiez voir ce que c'est exactement. Eh bien, c'est tout simplement le plus haut que nous avions atteint sur le total market cap lors du cycle dernier. Donc c'est un niveau majeur, il faut le défendre. Il a été défendu jusqu'ici, donc on va voir ce qui va se passer cette semaine et dans les prochaines semaines en fait, hein, parce que comme je vous dis, je ne pense pas que ça va se régler en quelques jours. Mais tant que ce niveau est défendu, et on voit que les acheteurs sont là, je pense qu'on devrait revisiter le haut de cette grande consolidation. Et une fois qu'on aura passé cette résistance, eh bien, je pense qu'on pourra continuer la montée vers ben, la première extension de Fibonacci à 4,42 trilliards. Et puis, et voilà, si tout est beau et que ça continue, qu'on a un marché qui pousse un peu plus, on pourrait même aller, explorer, voilà, ces zones-là. Bon, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais, à court terme en tout cas, défendre ce niveau et puis prochain objectif pour moi, bah, c'est le haut du range et ensuite, si on attaque une nouvelle jambe haussière, il y aura, à mon avis, ici, un bel objectif à atteindre. Si on va voir maintenant, allez, on va regarder directement les others. Alors les others, je vous en avais parlé la semaine dernière, donc c'est un genre de Total Market Cap 3, mais là en fait vous allez exclure le top 10 finalement, donc ça enlève les stablecoins, ça enlève Bitcoin, Ethereum, Solana, voilà, vous enlevez toutes les grosses capitalisations crypto, donc ça va vous donner le pouls du marché, mais surtout en fait des altcoins, donc ça c'est intéressant. Donc, comme sur Total Market Cap 2 ou Total Market Cap 3, on n'a toujours pas fait de plus haut sur cet indice, hein, sur les others, et on a encore à aller chercher cette résistance historique aux environs des, allez, on va dire 500 milliards pour prendre un chiffre rond. Au niveau de la descente, alors on voit que ça a été un peu plus compliqué forcément parce que Bitcoin et Solana notamment ont relativement bien tenu la baisse. D'autres altcoins ont eu beaucoup plus de mal, donc forcément cet indice-là nous montre que voilà, le rebond a été là, mais il a été un petit peu moins vigoureux. Donc si on va voir en journalier, voilà, ça ressemble à ça. Donc là pour le coup, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de niveau juste ici, hein, de résistance en tout cas pour supporter le prix. Donc il faut vraiment retourner en weekly pour les voir. Et donc c'est plutôt, voilà, c'est ici, c'est ce niveau-là qu'il faut défendre. Je peux même le tracer si vous voulez. Voilà, donc ça c'est en pointillé le niveau qu'il faut défendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour espérer voir voilà, l'indice remonter jusqu'à son plus haut historique des 500 milliards. Et puis on l'espère passer ce niveau-là, passer cette résistance pour entamer bah, la fameuse alt season qu'on attend et dont on parle depuis si longtemps. Si on regarde maintenant la dominance Bitcoin, parce que là aussi ça va jouer, on voit qu'on a eu quand même une très belle bougie alors de dominance. Alors belle bougie hein, pour Bitcoin et c'est important que Bitcoin aille bien de toute façon parce qu'on n'aura pas de all season si Bitcoin descend. Par contre, c'est vrai que bah, à court terme, c'est pas très bon pour les altcoins. Hein, c'est vraiment le marché et c'est normal en temps d'incertitude va aller plutôt sur Bitcoin, va aller plutôt sur les grosses cryptos qui présentent moins de risques. Donc quand la dominance va attaquer une baisse, un peu comme on avait vu là en fin d'année, eh bien c'est à ce moment-là qu'on devrait voir la liquidité aller vers nos altcoins et donc on pourrait avoir notre alt season. Donc à surveiller pour l'instant. Du coup, on est remonté quand même assez haut. Hein. On a méché jusqu'à presque 65%, hein, 64% de dominance Bitcoin, ce qui est vraiment important. On voit qu'on est allé chercher ce niveau-là ici. Alors je ne sais pas si on va remonter jusqu'au plus haut qu'on avait atteint lors du dernier cycle. On était quand même monté à 74% quasiment. Donc je ne pense pas qu'on aura quelque chose comme ça, mais en même temps, encore une fois, tout est possible. C'est vrai que Bitcoin est particulièrement fort depuis le début du cycle. Donc à voir. Est-ce que Bitcoin finalement va être le pari gagnant jusqu'à la fin? Ou est-ce que on aura une all season un petit peu comme on a eu à chaque fois? Donc même si toutes les all seasons sont différentes et c'est normal, le marché évolue, le marché devient plus mature. En 2017 par exemple, vous aviez toutes les altcoins qui avaient monté. En 2021, c'était un peu différent, on avait surtout des narratives qui avaient performé, je pense à la DeFi notamment, on avait eu les NFT, on avait eu le gaming aussi qui avait bien fonctionné, les Layer 1 compétiteurs d'Ethereum. Sur ce cycle-là, on voit que c'est encore plus niché sur certaines narratives et que les rotations sont de plus en plus rapides. Donc à voir
comment la all season va se traduire, dans ce cycle-là. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que, de façon générale, les marchés sont toujours régis ou par la peur ou par l'avidité. Donc, je ne vois pas pourquoi ce cycle serait différent à ce niveau-là et je pense qu'on aura quand même, à un moment donné, une phase d'euphorie où, on aura des profits importants qui seront faits et ce ne sera pas sur Bitcoin, ça sera sur les altcoins. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps avant que la all season s'enclenche. Par contre, c'est vrai que, là, au niveau du cycle, on est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on était habitué. Il faudrait que ça se passe là, à mon avis, au courant fin février, ce serait l'idéal. Courant du mois de mars, c'est, peut-être plus probable. Je crois que c'est le 19 mars, si je dis pas de bêtises. On a le prochain meeting, FOMC qui devrait potentiellement, baisser les taux d'intérêt et à ce moment-là, on pourrait avoir cette espèce de petit stimuli de liquidité qui pourrait, donner le top départ de la all season. Donc on va suivre ça de toute manière, hein, semaine après semaine. Donc, on reviendra là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, on peut constater que, bah, dominance Bitcoin, on a vraiment spiké assez haut, jusqu'à 64%. Alors après, ça a rebaissé, donc on a des alts qui ont repris un petit peu de force. Donc à voir, est-ce que c'était vraiment le top et on devrait maintenant avoir une dominance qui rebaisse, ou est-ce que bah, c'était le début d'un mouvement un peu plus fort? Donc là, encore une fois, il est trop tôt pour le dire. Donc on surveillera ces niveaux-là entre 64 et 73% à peu près. Alors Ethereum a, relativement bien défendu les niveaux qu'il fallait défendre. Alors on va les voir en journalier, hein, quand même on avait eu un très, très beau rebond, donc c'est quand même assez hallucinant, hein. Regardez-moi cette volatilité, c'est complètement dingue. On a eu une montée de presque 33, donc vraiment impressionnant. Ici, alors il commence à y avoir pas mal de de lignes dans tous les sens. Regardez ce petit canal baissier, hein, dans lequel le prix d'Ethereum évoluait. Donc on a failli casser ce canal, finalement on est bien remonté. Là on a l'air de vouloir le casser, mais en même temps de rebondir. Donc là je pense qu'on est sur un point dur, parce que ce petit canal-là est pas aussi important que cette grande ligne que je vous ai tracée là. Alors je me remets en weekly pour que vous la voyez mieux. Et ça c'est vraiment notre résistance voilà, dynamique long terme. On voit que le prix de l'Ethereum a suivi cette ligne-là jusqu'ici. Et pour l'instant, donc le niveau est défendu. Donc là, on a vraiment un point dur entre 2 500 $ et le prix actuel. Donc il faudrait vraiment que le prix remonte, qu'on repasse les 2 800 $, qu'on retourne ensuite jusqu'aux 4 000 $ pour ensuite, à ce moment-là, là je pense que si on remonte jusque-là, on ira chercher la TH à mon avis et on pourra même le franchir. Parce qu'après une baisse comme ça, si le prix remonte, ben vraiment on a liquidé normalement, ce qui avait besoin d'être liquidé et là je pense qu'on repartirait sur un mouvement un peu plus d'ampleur. On voit aussi qu'on a évité d'imprimer un nouveau plus bas en clôture et ça c'est important, donc de conserver vraiment ce canal-là et de continuer de faire des plus bas de plus en plus haut. C'est vraiment ça qui nous permet de dire que la tendance haussière reste intacte et qu'on va a priori, continuer de monter et retourner chercher les plus hauts. Donc Ethereum, c'est moins bien défendu que le reste, hein. Vraiment Ethereum est très, très malmené en ce moment. On a besoin qu'Ethereum reparte pour dire à mon avis qu'on aura, une belle fin de cycle avec une belle all season comme on l'espère. Mais, voilà, pour l'instant c'est pas joué, mais au moins, je suis content de dire qu'on a préservé les niveaux qui devaient être défendus, à tout prix. Alors je vous ai parlé de Tao la semaine dernière. Tao, vraiment impressionnant. Alors il y a eu beaucoup, beaucoup de volatilité. J'étais positionné dessus, donc je peux vous dire que, ça a fait bizarre entre, ici la perte que j'affichais et puis finalement le léger gain, que j'ai affiché en fin de semaine. Donc, assez impressionnant. Là aussi on voit que ça part bien, on est à 7 déjà, de hausse. Donc à voir, est-ce que c'était le plus bas, qu'on a atteint ou est-ce qu'on va retourner chercher un petit peu plus bas? Je pense qu'on pourrait quand même venir retester au moins à court terme le niveau des 360 $. On voit qu'il est un niveau important, donc je pense qu'on pourrait monter, toucher le prix psychologique des 400 $, peut-être venir refaire un petit pullback ici ou éventuellement ici sur le canal baissier, puisqu'en fait on voit qu'on est sorti du canal et qu'on l'a réintégré. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un piège vraiment, il y a eu une petite liquidation. On a fait sortir ici les mains faibles et donc là le prix a l'air bien déterminé à retourner chercher son haut de canal, donc aux environs des on va dire 430-440 $. Mais comme je vous dis, on a ce niveau psychologique des 400 $ qu'il faudra passer à court terme et moi j'aimerais bien voir un espèce de pullback. Ça me montrerait que là on a vraiment marqué un plus bas et qu'on est prêt à remonter. Donc très beau, hein, franchement Tao.
par rapport même au reste de la narrative de l'intelligence artificielle. Je trouve que, il se défend particulièrement bien et je ne serais pas étonné qu'il retourne, sur un ATH avant les autres. Donc, voilà, je le surveille. Alors on va faire un petit tour sur les news que j'ai partagées sur Twitter, donc le lien est en description comme d'habitude si vous ne me suivez pas déjà. Donc, voilà, ça j'ai trouvé que c'était super intéressant, donc je vous le partage et effectivement, c'est en rapport à la journée, qu'on a vécue lundi pour ceux qui étaient dans le marché. C'était vraiment épique. On est passé, vraiment le matin à, «Je veux plus jamais toucher la crypto, c'est un scam», c'est horrible effectivement, hein, les émotions étaient très fortes, même pour, les traders et les investisseurs, qui sont pas à leur 1er cycle, hein. Je l'ai vu autour de moi. Je peux vous dire que moi-même j'ai ressenti, des émotions très fortes quand même face à la baisse et finalement, bah, lundi soir, je pense qu'on était presque tous, à nouveau, retournés bullish en mode: «Ah mince, j'aurais dû acheter, plus dans la baisse» et cetera. Bon, moi je pouvais plus acheter, j'ai plus de liquidité depuis longtemps, mais pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire à quel point, les émotions peuvent être, puissantes dans un cycle comme ça. Je pense que ça va pas aller en s'améliorant d'ici la fin du cycle, donc je vous encourage vraiment de, monitorer vos émotions, donc peut-être d'avoir un petit journal. Tous les jours, vous faites le point de comment vous vous sentez. Éventuellement, je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, de prendre du recul sur, les graphiques, peut-être même couper. Moi, je vous avoue que cette semaine, j'ai énormément coupé, les news, donc j'ai, coupé Twitter, je me suis limité vraiment à 5 minutes par jour. Bon, les graphiques, je les ai encore un petit peu trop regardés, là, j'essaye de prendre un peu plus de distance aussi, parce que forcément, à chaque fois que vous lisez des nouvelles, donc qu'elles soient positives ou négatives, eh bien, vous confrontez finalement vos croyances, vous confrontez votre état d'esprit à tout un tas de visions. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, c'est très dur déjà de gérer vos propres émotions. D'une certaine façon, à trop suivre l'actualité, ben, vous devez en plus gérer les émotions des autres, hein, on va dire ça comme ça. Et puis trop regarder les graphiques, eh bien, ça peut vous amener aussi à faire des erreurs. Donc ça, c'est un 2e post que je voulais partager. Pareil, c'est de Cold Blooded Chiller et en fait, il explique, hein, que cette semaine, ça a été vraiment difficile, hein, pour, beaucoup de gens et que, quand on a ce genre, de baisse-là, hein, ce genre de prix, très violent qu'on voit, eh bien, de façon générale, on a tendance à, se renfermer et à focuser sur, plutôt les mouvements de court terme. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez été impacté par ça, mais moi je le vois clairement. J'avais tendance à aller un petit peu plus, dans les bougies 4 heures, dans les bougies, horaires, voire même à un moment donné, je me suis retrouvé dans du 15 minutes. Je me suis demandé ce que je faisais là. Donc à ce moment-là, essayez d'avoir là encore un peu cette vigilance-là, de vous auto-observer et de vous ramener à l'ordre en disant: «Attention, on n'est pas là pour, investir 1 ou 2 semaines». En tout cas, moi, c'est pas, mon objectif. Je joue le cycle dans son entièreté, donc il reste encore quelques mois selon moi. Voilà, regardez les graphiques en weekly, en journalier, éventuellement en 4 heures pour voir un petit peu ce qui se passe en intraday, pourquoi pas. Mais c'est pas la peine d'aller sur des time frames beaucoup plus courts parce que, bah, ça fait juste vous, finalement vous confronter, à ces mouvements-là et puis vous pouvez un peu, perdre la big picture et commencer à faire des trades, voilà, que vous n'auriez pas pris autrement. Donc, c'est important, hein, je vous encourage, à lire ce petit post là, au complet. Mais voilà en gros, ce que ça disait. Voilà, c'est le petit pépé, ça c'était moi la semaine dernière. Non, comme je vous disais, j'ai essayé de limiter un peu mon temps, sur Twitter en tout cas, mais voilà, on peut ressembler à ça, rapidement, quand on se fait, prendre, dans le court terme, donc attention à ça. Alors là, il y a un article de Cred que je trouve vraiment intéressant, donc on va pas le faire au complet, c'est assez long. Je vous encourage à le lire, donc encore une fois, vous pouvez retrouver ça sur mon profil. C'est hyper intéressant et je trouve que ça tombe au bon moment aussi, parce que à ce moment-là où nos portfolios sont, bah, forcément dans le rouge, on a perdu pas mal d'argent dans les dernières semaines, eh bien on peut avoir tendance à regretter un petit peu, notre ATH portefeuille. Donc, le mien, il était en novembre, donc depuis novembre, ou peut-être début décembre, il faudrait que je regarde. Mais depuis, on va dire début décembre, globalement, j'ai perdu de l'argent. Donc, dans ces moments-là, eh bien, on peut avoir tendance à regretter un petit peu notre plus haut portefeuille et un peu à sacraliser d'une certaine façon, notre PNL. Donc le PNL, vous vous rappelez, c'est le profit and loss et en fait, c'est une donnée qui est importante, mais qui souvent est regardée avec beaucoup trop d'émotion par les traders. Donc en fait, lui, il prend une analogie que j'aime bien, il imagine des poupées russes
et en gros votre PNL, eh bien, c'est, la plus grosse des poupées, mais ce que vous allez vraiment sortir du marché, eh bien, c'est la plus petite. Donc il explique après, bah, tout le processus finalement, qui fait que, bah, entre le moment où vous avez touché un nouveau plus haut portefeuille et puis ce que vous allez sortir, eh bien, il y a plein de choses qui se passent. Alors je ne parle pas seulement des taxes, c'est impossible, hein, de sortir au plus haut d'un marché, donc forcément, votre psychologie, vos mauvaises habitudes et cetera vont vous amener à voir, ce capital finalement se déprécier avant que vous soyez capable de le sortir du marché. Donc lecture intéressante, je vous encourage à la lire, elle vaut la peine. Donc c'est un rappel de pas trop s'attacher finalement à son PNL. Si vous voyez un gros chiffre, soyez conscient que c'est pas ce que vous arriverez à sortir du marché et du coup, bah, il donne deux-trois idées pour, limiter un peu la casse et avoir un petit peu moins, de poupées. Alors je ne sais plus comment il dit ça, là je le retrouve pas dans l'article, mais en gros il explique que vous avez généralement 2 types de traders. Vous avez ceux qui vont gagner peu, mais qui vont être capables de sortir beaucoup et ceux qui vont gagner beaucoup, mais qui vont malheureusement, laisser une grosse partie de leur profit, sur la table et ça en fait c'est normal, c'est parce que ou vous êtes un trader agressif ou vous êtes un trader défensif. Pour gagner de l'argent, il faut être agressif. Par contre forcément, si on reste câblé là vraiment sur le joueur agressif et ben forcément, vous allez, continuer de prendre des risques importants quand, ça sera la fin du cycle et vous allez forcément, laisser beaucoup de vos gains. Donc l'idéal, ce serait d'être un espèce de milieu. Donc, il y a un moment pour être agressif, c'était plutôt au début du cycle et il y a un moment pour être défensif. Je pense qu'on est en train, de rentrer dans, cette deuxième phase et si vous êtes capable de passer de l'un à l'autre, eh bien, vous serez en mesure de sortir, plus de profit de ce bull run. Alors je disais tout à l'heure qu'Ethereum a eu du mal la semaine dernière, eh bien c'est pas étonnant puisque en ce moment, donc je le savais pas, hein, j'ai vu passer l'info, on a la plus grosse position vendeuse qu'on a jamais eue, dans l'histoire d'Ethereum, donc c'est impressionnant. On va voir jusqu'où ça continue, mais en même temps, ce genre de chiffre-là me dit que si on avait un short squeeze, eh bien, le prix pourrait remonter très très fortement. Donc c'est quoi un short squeeze? Eh bien, c'est que tout simplement, on aurait des joueurs qui se positionneraient à l'achat maintenant et qui empêcheraient le prix de redescendre. Et si le prix remonte trop, eh bien, tous ces vendeurs vont se retrouver en perte et à un moment donné vont être obligés de couper leur position. Et donc, quand on coupe un short, eh bien, on rachète, ce qui va donner encore plus de fuel au prix, qui va continuer de monter, qui va encore plus squeezer les vendeurs, etc. Donc, si vous ne connaissez pas ce concept, je vous invite à rechercher, c'est quand même intéressant. C'est par exemple ce qui s'est passé sur GameStop, hein, pendant la pandémie. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on va avoir un short squeeze qui va se mettre en place sur Ethereum? Intéressant, en tout cas pour l'instant, la plus grosse position vendeuse qu'on a jamais vue et c'est assez fou. Allez, une fois n'est pas coutume, je vous partage un post que j'ai écrit ce matin pour parler du Litecoin parce que je trouve que en ce moment, le Litecoin graphiquement est absolument magnifique. Alors Litecoin, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il est finalement comparé à l'argent quand on compare Bitcoin à l'or. Donc c'est un projet qui est là presque depuis le début, hein. C'est un projet OG, on le met dans la catégorie des Dino Coins. Alors on n'en parle pas beaucoup, et pourtant ça pourrait changer dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs sur un ETF Litecoin, et en fait ça fait sens parce que Litecoin finalement ressemble beaucoup à Bitcoin dans sa construction, et donc si les ETF pour Bitcoin ont été approuvés, eh bien presque de façon automatique on devrait les approuver sur Litecoin. Le fait aussi que ça soit un projet qui est là depuis longtemps, je pense que ça peut rassurer les institutionnels qui veulent se positionner sur ces projets-là. Et puis après, on va les voir, mais graphiquement, c'est super intéressant ce qui est en train de se passer, notamment sur la baisse qu'on a eue. On voit qu'il a très bien tenu. Donc le voilà, Litecoin. Donc là, on est en journalier. On va les voir d'abord en weekly. Et regardez-moi ça. Donc je vais prendre un peu de recul. Donc là, on est en logarithmique. Si vous enlevez l'échelle logarithmique, vous allez vous rendre compte encore plus de l'écart qu'on a entre le prix actuel et ce qu'on est allé chercher lors du dernier cycle. Donc on a facilement là un x2, x3 qu'on peut aller chercher sur ce projet-là. Encore une fois, si le marché veut bien repartir. Regardez-moi cette énorme consolidation. Ça ressemble un peu à ce qu'on a eu sur XRP, hein. Donc consolidation de presque 1120 jours, donc c'est énorme. On est venu tester ce niveau à plusieurs reprises, donc une fois en juin 2023, on est revenu ici en mars 2024, donc là c'est quand on avait eu le début de All Season, où vous vous rappelez, on a eu PP qui avait explosé, c'était pas mal la vague des meme coins à ce moment-là. Ensuite, on a cassé ce niveau, ça s'est passé en novembre, donc après l'élection de Trump. Ensuite, on est venu réintégrer et reconsolider sur ce niveau-là. Par contre, on voit qu'on a des volumes intéressants. Là, c'est la baisse qu'on a eue, donc comme le reste, il a baissé, par contre, il a très très bien remonté. Et là, on voit déjà qu'on est à presque 10% sur la journée et il a l'air vraiment de vouloir repartir. Alors, on va rentrer en journalier pour voir un petit peu plus ce qui s'est passé.
et vous voyez que on est venu chercher ce niveau-là, le prix a été complètement racheté ici, et là on est en train de briquer ce niveau historique, hein, là des 112-113 $. On voit aussi qu'on a de plus en plus de volume là depuis mi-janvier, donc ça c'est intéressant à noter. Regardez-moi ce pic de volume par rapport à ce qu'on avait avant, donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il se passe quelque chose en ce moment sur le prix. Et là pour le fun, si je vais voir en 4 heures, vous voyez la baisse qu'on a eue lundi et regardez ensuite comment le prix a vraiment évolué dans un tout petit range. J'adore voir ça, un prix qui est contenu finalement dans un tout petit range avec des volumes qui descendent. Et là, paf, ça a explosé. Donc c'était à 19 heures heure de Montréal le dimanche 9 février. Et on voit qu'on a cassé la moyenne mobile 200, on a cassé ce niveau super trend et on était vraiment là sur la fameuse résistance que je parlais tout à l'heure avec un volume là encore très important. Donc pour moi, là c'était le signal de la position. Donc moi je suis rentré juste après. Encore une fois, je suis en 4 heures, hein, c'était juste pour vous montrer comment j'ai timé la position. Maintenant, on regarde ça en journalier, c'est plus intéressant. Et on voit déjà un premier objectif de prix qu'on peut aller chercher aux environs des 130 $. Et si on casse ce niveau-là, eh bien, je pense qu'on aura un espèce de trou d'air. Et là, je vais me mettre en weekly pour qu'on voit mieux. Et à mon avis, ben, la prochaine résistance, elle se trouve à 230 $. Donc vous voyez, on est déjà sur un x2. Donc en fait, dès qu'on aura passé ça, pour moi, on devrait avoir une accélération du prix. Donc c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'en ce moment, ben, il y a beaucoup de graphiques qui sont pas magnifiques, on va pas se mentir. Bon, PP a tenu les niveaux. Je vous en ai parlé la semaine dernière, donc là il ne s'est pas passé grand-chose, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je reviens pas plus là-dessus. On a défendu le niveau qui devait être défendu, et là on est sur un point clé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de graphiques. Et alors c'est vrai que les meme coins ont particulièrement pris cher dans les dernières semaines, mais on a beaucoup de graphiques qui sont comme ça. Et même Tao, pour le coup, voilà, qui a bien rebondi, j'en parlais tout à l'heure, on voit quand même, si je me mets en journalier, qu'on était dans un canal baissier. Regardez maintenant Litecoin à comparer, hein, on voit que tout est plus équilibré, tout est plus structuré, et qu'on a quelque chose qui évolue être plutôt de façon horizontale sur ce niveau-là important. Donc ça, graphiquement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Regardez ces volumes qui augmentent. Donc voilà, j'ai pris une position sur Litecoin. Je vous en donnerai des nouvelles en fonction de ce qui se passe, bien sûr. Et c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai relu un livre que j'ai adoré de Nicolas Darvas, donc ça s'appelle Comment j'ai gagné 2 millions de dollars sur les marchés. Il explique un peu son parcours, comment il est passé finalement d'un débutant, d'un gambler à, dans un premier temps, il a été un peu analyste fondamentaliste sur les marchés en essayant de comprendre. Ensuite, il est allé vers une approche plus technique, et là, il a développé sa stratégie qu'on appelle la stratégie des box. Donc, je vous invite à vous renseigner hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, je crois que j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, vous pouvez sûrement retrouver sur la chaîne. Et finalement, il a terminé avec une espèce d'approche, de stratégie hybride entre à la fois un premier filtre fondamental et ensuite sa stratégie technique, hein, finalement, et assez mécanique, vous le verrez. Par contre, il y a un truc qu'il a dit dans le livre que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il explique qu'il n'y a pas besoin de toujours savoir ce qui se passe quand vous voyez un prix qui autant monte très fortement ou diminue, et il explique qu'en fait, vous allez le savoir après, c'est pas important. En fait, ce qui compte, c'est de vraiment détecter quand vous avez un changement de paradigme, quand vous avez des volumes anormaux, et que graphiquement, vous avez des choses comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si on va apprendre peut-être dans 1 ou 2 semaines que bah, voilà, l'ETF finalement avait été validé et que certaines personnes s'étaient déjà positionnées dessus. Donc en conclusion, eh bien, j'ai pris une position sur Litecoin parce que je trouve qu'en ce moment, le marché ne nous donne pas tant de positions aussi belles graphiquement, et j'aime bien le fait qu'on n'en parle pas plus que ça. Et c'est quand on commencera à en parler que bah, on pourra peut-être avoir une accélération du prix. Alors au niveau du potentiel, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les Dino Coins, hein. Je pense que XRP nous l'a rappelé. On a eu Tron également. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça. Donc Tron, c'est un projet, on va dire, un petit peu de la même époque que Litecoin. Et on avait eu une montée là, fulgurante. On avait fait 100% en journalier. C'était le 3 décembre. Alors je ne sais plus exactement quelle était la news qui avait catalysé. Mais même si on n'avait pas eu la nouvelle, on voyait qu'on avait quelque chose qui était en train de se passer en coulisses, on avait des volumes importants, graphiquement, on était en train de construire quelque chose, et donc quand ça pète, ça pète. Alors je ne dis pas qu'on aura ça sur Litecoin, ce serait fantastique, mais bien sûr, il n'y a aucune certitude là-dessus. Je fais simplement noter que bah, on a quelques similitudes, et notamment au niveau des volumes, il se passe quelque chose en ce moment. Donc voilà, prochain niveau à surveiller, ce sera les 137 $, et bien sûr, je ne vous encourage pas nécessairement à prendre position, hein. Vous savez que sur cette chaîne, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous partage tout simplement en toute transparence
mes analyses et ce que je vois, ce que je fais. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse mettre un like, pourquoi pas un commentaire également. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez prudents sur les marchés et on se retrouve lundi prochain. Salut tout le monde.